Alors ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Benoît Maire pour une conversation autour de son travail. En fait, on a décidé avec Benoît de montrer des images de ses expositions et à travers ces images de questionner les thèmes, les motifs de son travail. Benoît a une exposition en ce moment au musée archéologique de Latte. On reviendra là-dessus. On va regarder des images et faire un focus sur cette exposition. Moi, j'ai rencontré Benoît en 2007 à l'occasion d'une exposition à Londres, à la galerie Holly Bush Garden. C'était un peu une rencontre ratée. J'étais en train de faire une exposition à la Tate Moderne à l'époque, qui s'appelait Learn to Read. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit, mince, il aurait dû faire partie de l'exposition. Malheureusement, la liste des artistes était déjà bouclée. Mais depuis, on a collaboré plusieurs fois ensemble. Alors, Benoît, tu es né en 1978 à Pessac, près de Bordeaux. Tu as obtenu un diplôme de philosophie en 2002 à Paris. Ensuite, tu as obtenu un diplôme à la Villa Arson en 2003. Et tu as fait un post-diplôme au Palais de Tokyo de 2005 à 2006. Tu fais ta première exposition en 2004. Tu vis et travailles à Bordeaux depuis 4 ans. Tu es revenu à Bordeaux. Tu as eu des expositions personnelles à Londres, à Rome, à New York, Paris, Bordeaux. Parmi tes dernières expositions, on peut citer Foncteur d'oubli, au plateau à Paris, qui vient de se terminer, et l'écriture au musée Henri Prade à Latte, qui se termine le 17 février. Mais on a dit ça, on n'a rien dit. Benoît Maire, qui es-tu? Quelle est l'origine de ton travail? Comment tu as décidé de devenir artiste après des études de philosophie? Voilà, donc bonsoir. Ouais, effectivement, mais en fait, c'était quand j'ai commencé à travailler, donc finalement, moi j'étais diplômé en 2003, 2004, je voyageais un petit peu. 2005-2006, j'étais à Paris du coup pour le pavillon au Palais de Tokyo et je rencontrais un peu des jeunes artistes et c'était plutôt un moment où un rapport à la théorie ou à l'espace discursif était assez engageant en fait, à cette époque-là. Et je rencontrais des artistes comme Falk Pisano, par exemple, qui avaient un rapport comme ça à la théorie. Je me suis rendu compte que la théorie, en fait, finalement, c'est quand on fait l'analyse étymologique du terme, c'est lié à la vue, c'est un acte de voir aussi. Et donc, mon double cursus, si on peut dire, en art et en philosophie, était pertinent pour s'insérer inscrire le début de mon travail avec ce mouvement qui était un peu un mouvement post-conceptuel, ça veut dire beaucoup de choses, c'est beaucoup de pratiques, mais un mouvement, concrètement, il y avait des fois des conférences qui duraient longtemps, peut-être 2 heures, de gens qui lisaient des textes assez compliqués, en anglais souvent, etc. Donc c'était ça. Donc moi, la question qui je suis, c'est effectivement, je m'intéressais d'abord aux sciences quand j'étais au collège, au lycée, et puis finalement je trouvais ça trop normatif, objectif, et je voulais tisser un rapport personnel à mon environnement, et donc je trouvais que l'art était un rapport personnel, mais du coup pas normatif, mais aussi intellectuel de toute manière quand même. Et du coup, les premiers artistes que je regardais, par exemple comme Fabrice Hibert, qui était un artiste très important dans les années 90, avait un rapport assez scientifique dans son travail. Et donc c'était par exemple quelqu'un qui m'intéressait au tout début. Et tu as fait partie d'un groupe d'artistes très vite en fait, à partir de 2004. Tu as cité Falk Pisano, il y avait aussi Étienne Champeau, Alex Cecchetti. Comment ça peut peut-être participer à formuler ton travail ou la manière dont tu voulais montrer ton travail? Oui, alors c'est intéressant ça, c'est parce que donc, je suis allé à la Villa Arson vers les années 2001, 2002, 2003, et c'était donc une école d'art, et je trouvais que c'était une très belle école d'art parce qu'il y avait aussi un centre d'art, une résidence d'artistes, donc il y avait, on pouvait comprendre un petit peu la manière dont l'art se fabrique à notre époque. Et il y a eu des très belles expositions qui ont été faites là-bas, et c'est un lieu chargé d'une très belle histoire. Et il y avait aussi des enseignants, etc., et puis les étudiants, et des fois c'est compliqué aussi de comprendre ce que les enseignants nous transmettent. Et il se trouve qu'avec les étudiants aussi, entre étudiants, on s'aide beaucoup en fait à commencer à travailler. Et moi j'ai rencontré Étienne Champeau, donc lui il avait fait l'école, il faisait l'école à Lausanne, c'était une école qui était assez
montante, qui avait un petit peu de pouvoir en Europe. Et il venait de l'école et puis il venait faire un petit peu la ville à Arson les dernières années. Et on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté, et c'est vraiment beaucoup en discutant avec lui aussi que j'ai compris comment je pouvais aussi inscrire mon projet, parce que on a souvent des idées un peu comme ça, confuses sur l'art, sur comment on pourrait faire soi-même pour faire de l'art, on regarde les autres, et puis on ne sait pas très bien comment faire, quoi, parce que tellement de choses ont été faites, et c'est beaucoup en discutant avec lui que j'ai... et en collaborant avec lui, en fait, c'est-à-dire en faisant des œuvres communes, quoi, en fait, que j'ai commencé en fait à passer de l'intime au public, on pourrait dire, parce que finalement avant j'avais une sorte de pratique intimiste où finalement je manipulais des choses qui avaient du sens, mais quasiment que pour moi, en fait. Et à partir de discussions avec lui, puis aussi avec d'autres professeurs, je pense à Julien Paul-Sulzmann que j'aimais bien. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait quand même manipuler du commun, en fait, donc des éléments communs, mais avoir une relation personnelle à ces éléments pour les agencer et proposer des choses qui puissent parler à d'autres personnes que juste à moi, quoi, d'une certaine manière. Je me rappelle d'un article dans la presse sur David Nebreda. C'était un artiste qui faisait des photographies extrêmement dures à regarder avec ses excréments, et puis il faisait ses photographies pour lui, etc. Puis il avait mis toutes ses photos dans des boîtes, ils avaient enterré les boîtes dans un jardin, et donc c'était une pratique vraiment un petit peu quasiment névrotique, psychotique, quoi. Et voilà, ça a été redécouvert, c'est une belle pratique, etc., mais c'est un peu de la route, etc. Donc il y a toujours dans un travail, voilà, si c'est un travail où on manipule des choses trop intimes, d'une certaine manière, on ne passe pas la barrière publique, quoi, et c'est ça, parce qu'il faut faire avec ce qu'on a, mais en même temps, il faut que ce soit, on dit grasp en anglais, qu'on peut attraper. On peut attraper les choses. Voilà. C'est pour ça que quand on voit ces images-là, je pense qu'on peut reconnaître qu'il y a alors au moins des dés, et on reconnaît aussi des silex éventuellement. Ton vocabulaire d'artiste a été assez défini très tôt, finalement. Ta première exposition en 2004. On va voir plusieurs expositions, des expositions personnelles en particulier. On va voir se déployer le vocabulaire. Mais quand tu parles de passer de l'intime au public, est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Est-ce que ça parle des conversations avec les artistes, de l'enseignement, mais aussi de la monstration publique de l'œuvre? Voilà, moi je trouve que c'est... d'abord, quand on fait de l'art, d'une certaine manière, je trouve que c'est... j'ai commencé à faire de l'art vraiment quand j'ai fini les études d'art, en fait, et que j'ai été mise en situation publique, en fait. Parce que... avant, finalement, on est dans sa chambre, on dessine, on fait des petits machins, et moi, ma pratique, on va dire, ma proto-pratique, ma pratique, voilà, vraiment, genre, quand j'avais 17-18 ans, c'était vraiment avec une petite feuille abîmée, une tige de plante, un caillou, voilà. Ce qui peut exister aussi comme pratique, mais pour qu'une pratique qui est extrêmement ténue en termes de signification commune puisse exister, il faut qu'elle s'inscrive dans un répertoire formel de l'histoire de l'art qui a travaillé avec des matériaux pauvres, comme ça a été thématisé après. Mais moi, je ne le thématisais pas comme ça, j'avais peut-être pas assez de connaissances aussi, puis je voulais pas... Et puis même cette inscription dans une arte povera, etc., n'était pas possible à cette époque, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, quand j'étais à l'école d'art, on me disait, bon, arrête de faire ça tout de suite. Et en fait, j'ai compris que pourtant, ma manière d'agencer, de coller ces choses-là était une technique, une manière de procéder, et qui avait un savoir-faire, et que ça pouvait se déployer avec des éléments qui ne seraient pas forcément des concepts ou des symboles, mais peut-être plutôt des figures. C'est pour ça que je reviens encore à cette image. Tu veux nous expliquer Weapon, l'arme? Voilà, donc du coup, on ne montre pas les premières expos 2004, machin, c'est un peu l'archéologie. Là, on a mis directement une expo de 2013. Donc en 2013, j'ai déjà 35 ans. Voilà.
C'est une expo donc à Londres, à la David Hart Roberts Foundation. Donc c'est Vincent qui m'avait invité parce qu'il était commissaire en chef, ou directeur, je crois. Et on avait eu des discussions donc, depuis qu'il m'avait raté en 2007. Il avait venu des expos chez Busch Gardens et puis plein d'autres choses. On avait fait une exposition perso à Mulhouse. Et on avait fait en 2011 une expo à Mulhouse aussi, à la Constal. Et donc là, on l'a appelé Weapon, donc au singulier, ce qui veut dire arme. Et en fait, donc on voit les pièces principales, ce sont ces silex-là avec les dés, et qui sont des sérigraphies, donc avec de l'encre sérigraphique noire et rouge. Et il y a une question de mise en équivalence un peu de ce que serait un silex et un dé. Alors je vous montre un petit peu les autres images de l'expo. Il y a aussi une espèce d'installation comme ça qui après a été achetée par le McVal et qui a été montrée au McVal en banlieue parisienne, cette installation-là, qui montre des sortes d'outils. Alors pourquoi c'est des outils? Parce qu'il y a une sorte de manche et puis un embout, même si on ne peut pas reconnaître vraiment, et c'est là un peu la limite ténue de la signification dont je parlais au début, là, le caractère intime. Donc il y a une sorte d'outils un petit peu comme ça allégoriques. Et puis donc, je finis là-dessus, les silex et les dés. Alors le silex, c'est le premier outil, d'une certaine manière, l'outil préhistorique. Et à partir d'un silex, finalement, on peut considérer, si on considère la figure du silex, on peut dire qu'un ordinateur et un silex, ça appartient à la même catégorie, qui est la catégorie des objets techniques, en fait. Et le dé, je me posais la question de savoir... donc le silex est la figure, on va dire, de la technique. Et le dé, je me suis toujours posé la question de savoir de quoi le dé était la figure, parce qu'on pourrait penser que c'est la figure du hasard ou de la contingence, mais en même temps, il y a aussi l'expression du hasard et de la contingence. Il n'est pas seulement que le moyen. C'est-à-dire que pour que le dé soit la figure de la contingence, il faut qu'il soit jeté. Et donc, du coup, c'est ça. J'avais une figure de la technique, et puis j'avais une presque figure de la contingence. Et c'est avec ces deux choses-là que je voulais faire l'expo. Après, tu vas sans doute, car je te connais, me demander pourquoi c'est une arme. Il a des questions écrites. Lui-même, c'est mais pourquoi c'est une arme, c'est plus compliqué. Alors, je ne vais peut-être pas répondre. Là, sur ça, il y avait écrit « Here, measurement is at fault », donc ici, la mesure est en défaut, il dit. Donc, alors, pourquoi c'est une arme? Il faut quand même le dire. À l'époque, c'était très clair dans mon esprit. C'était de considérer qu'en fait, à partir de la technique et donc de l'introduction de l'outil dans notre humanité, dans notre humanité, il y avait l'introduction d'une rupture entre le sapiens et son environnement, jusqu'au moment où, au lieu de regarder le temps qu'il fait dehors, on regarde sur son téléphone l'application météo. De telle sorte que c'est à partir du silex, en fait, jusqu'à nos jours, et ça ira encore plus loin après, que l'homme et la femme, bien sûr, le sapiens, se séparent d'une continuité en fait, dans laquelle il était inscrite. Et c'est l'histoire de la modernité. Et c'est une des premières fois où la violence dans l'œuvre devient explicite avec le titre. On va le voir plus tard avec la guerre en particulier, avec des techniques comme le trancher, hybrider les objets. Et je me souviens que quand on avait discuté de cette exposition, je t'avais tanné en disant que, venant d'un point de vue, d'un rapport très théorique à l'art, j'avais peut-être une image d'un artiste un peu froid, je voulais absolument faire remonter la matière. Et pour cette exposition, on avait beaucoup travaillé effectivement autour du fer, et autour des matériaux, autour d'un éventail de matériaux, du marbre, du silex, de la lithographie, etc. C'est vrai, et ça correspondait en fait, si vous voulez, oui, en fait, donc 2005-2006, j'ai pu être à Paris, mais j'avais juste une petite chambre, voilà. Et à partir de 2010, j'ai eu un atelier et où donc j'ai pu, faire un travail plus matériel, plus informé, enfin plus formel. C'est aussi à ce moment où tu as des expositions personnelles plutôt d'envergure, où tu peux vraiment déployer ton travail. Et voilà, ma première exposition personnelle, c'était en 2010 au FRAC Aquitaine. Voilà.
Et j'avais pas encore d'atelier, mais j'avais loué un atelier pendant 6 mois pour faire des sculptures. Et à partir de là, j'ai bien aimé ce travail, effectivement, d'atelier. Avant, je trouvais ça un petit peu... D'ailleurs, dans la démarche qui était la mienne, qui était plutôt liée aux pratiques discursives, je trouvais la pratique d'atelier un peu ringarde. Enfin, je trouvais ça... l'idée de se lever le matin, aller à l'atelier, c'était pas une idée de l'art qui me correspondait. Et puis, ça change très vite, en fait. Et après, j'ai bien aimé avoir un atelier. Quoi. On va passer à la seconde exposition. Lettres. Benoît a l'habitude de faire des fautes d'orthographe. Voilà. Et le résidu, le déchet, est une notion importante dans ton travail. J'aimerais bien que tu nous parles de qu'est-ce qu'un déchet et qu'est-ce qu'un déchet indexé. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu des images, là, d'abord. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'objets, puis effectivement il y a des petits mots. Donc là sur le dos du mannequin, on voit qu'il y a écrit Forgotten. Là, avec une personne dans l'espace, ça permet de voir un peu la mesure des objets. C'est un white cube d'environ 400 mètres carrés, donc c'est un espace qui s'appelle la Verrière, Verrière Hermès, parce que c'est un espace d'Hermès à Bruxelles, qui est derrière un magasin de produits de luxe, donc de Hermès, et donc il faut rentrer dans le magasin pour aller à l'espace. Donc c'est un petit peu particulier. Et puis après, ce qui est aussi assez particulier, c'est qu'il y a des vendeurs qui, des fois, rentrent dans l'expo pour aller aux réserves, chercher des écharpes pour montrer à des clients. Mais mis à part ça, c'est un très bel espace. Et c'était Guillaume Desanges, et c'est encore Guillaume Desanges d'ailleurs qui s'occupe du programme de cet espace à Bruxelles, c'est lui qui m'avait invité. Et justement, donc, on avait pris un mannequin, ce mannequin blanc là que vous voyez, auquel il manque un bras et la tête. C'est un mannequin justement utilisé pour les déchets Hermès et qu'ils allaient jeter. Donc c'était un déchet, au sens plein du terme, c'est-à-dire déchet, c'est ce que l'on va jeter, ce que l'on ne garde pas. Donc du coup, c'est vrai que j'ai voulu faire une exposition où tout serait au sol. Bon, après il y a toujours des exceptions, il y a 2-3 choses au mur, mais les choses sont plutôt au sol. Et donc tu me demandes ce que c'est qu'un déchet. Je me suis rendu compte justement par la pratique d'atelier que quand on a un atelier finalement et qu'on travaille, on produit des œuvres, des choses qu'on va garder et soumettre à l'appréciation d'un tiers, déjà soi-même comme tiers quand on prend la distance, et puis un galeriste ou un curateur, etc. Et puis qu'après ces objets-là peuvent être montrés dans des lieux légitimement, etc. Puis ça devient des œuvres d'art, c'est dans la catégorie art. Mais il y a toutes sortes de choses qui sont dans l'atelier qui soit sont jetées très vite, soit restent un petit peu, et puis qui restent 1 an, 2 ans, puis qui sont jetées, etc. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que c'est assez clair dans l'écologie d'une pratique d'atelier qu'il y a des choses vers lesquelles le travail est fait et se décide pour faire l'œuvre. Voilà. Et il y a des choses, et l'œuvre d'ailleurs elle va être nommée, elle est de l'ordre de, même si elle est sans titre, elle sera nommée, elle sera sauvegardée en fait. Et il y a des choses qui vont disparaître, donc, et qui seront généralement innommées. Voilà. Et donc je me suis dit, bon mais c'est intéressant d'avoir des œuvres, hein, des objets, mais c'est aussi intéressant d'avoir les choses qui ne sont pas nommées. On pourrait presque dire qu'elles ont un statut d'être qui peut être sauvegardé en fait. Et moi je me suis dit, si je fais une expo en montrant à la fois les objets qui sont décidés, j'ai dit les objets décidés, pour dire œuvre, et les déchets. Mais pour sauvegarder les déchets, je les ai indexés, pour les repérer, parce que comme ils ne sont pas nommés, de là à dire qu'ils sont innommables, je ne sais pas, mais il n'y a qu'un pas, je les ai indexés par des petits mots, des petits dessins. Ces mots viennent d'où? Alors les mots, voilà. Donc comme les mots, au début, je parlais beaucoup, etc., il y avait aussi beaucoup de textes dans mes premières expos, et après je m'en suis lassé. Donc des grands textes à lire dans les expos, ça me déplaisait. Et du coup, j'ai vraiment fait des mots, des petits mots. Donc j'ai d'abord fait the,
That, donc des mots un peu comme ça. Et forgotten, je trouvais beau le mot forgotten aussi pour indexer. Et donc on a l'idée avec ces mots que ça crée des catégories de déchets indexés. Voilà, on pourrait dire tous les. Et c'est ce que j'ai fait dans l'expo. Là, je crois qu'on ne le voit pas bien parce que les images ne peuvent pas être d'assez bonne qualité. Mais là, en fait, dans ces deux petits panneaux encadrés qui étaient dans l'exposition, j'ai un court statement qui dit en gros que l'être écrit de la sorte, donc c'est un mot valise, c'est à la fois les objets décidés, donc les œuvres, et la sauvegarde des déchets. Ça, c'est un petit statement là-dessus. Et après, je dis les objets décidés, il y en a 42, les déchets, il y en a 56, et la liste des index, je les mets, donc il y a the, that, either, or, et either et or, ou bien c'est aussi un index que j'aime là. Voilà. Pourquoi en anglais? En anglais, parce que c'est des mots qu'on arrive à comprendre, même si on n'est pas un très grand linguiste. Et puis que tout le monde les comprend, parce que puis c'est aussi le langage de l'art conceptuel, l'anglais. Voilà. Je pourrais mettre le, là, mais les anglophones ne comprendraient pas, ou même les japonais. Alors que the, that, forgotten, on comprend. Voilà, c'est vraiment c'est pragmatique, ça. Mais du coup, on voit des sculptures, on avait des peintures, on avait des installations. Non, il n'y avait pas de peinture, il y avait. Ça, c'est une sérigraphie. Voilà. Mais comment tu te définirais en tant qu'artiste? S'il y avait un terme. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que, alors, au tout début, on me disait, alors, tout ça, ça change très vite parce que c'est un peu des modes, etc. On disait, alors, t'es peintre, t'es sculpteur. On disait, ben non, c'est pas ça la question c'est sur quoi je travaille. C'est-à-dire, c'est quoi mon objet d'étude. Ça, c'était une première chose. Ça a duré assez longtemps. Donc, j'essayais de trouver quelque chose à dire. Et après, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, je suis peintre ou sculpteur. Et puis finalement, en fait, ce qui définit, actuellement, tel que je l'entends, ce qui définit un artiste, c'est un peu son positionnement, en fait, dans le champ où il se positionne. Donc moi, ce serait comme ça que je pourrais dire, parce que je fais beaucoup de choses différentes, formellement. Qu'est-ce que tu entends par le champ dans l'exposition? Le champ, alors le champ, c'est d'abord le champ des formes de l'art, on pourrait dire, comment il se positionne par rapport à ce qui existe déjà dans l'art, parce que l'art c'est un peu un jeu de réponse à ce qui est fait, enfin, je trouve. Donc on regarde un peu ce qui se fait et puis on au fait même moment ce qui est fait au même ce qui est fait à ce moment-là et puis ce qui est fait avant aussi. Si on s'inscrit dans une histoire des formes. Et voilà, donc ça c'est le champ, et puis il y a le champ actuel aussi, enfin, si on a un engagement politique par rapport à l'actualité politique ou pas. Donc c'est ça la position, c'est l'endroit d'où on parle, etc. C'est plutôt ça maintenant je fais. Alors du déchet à l'objet, on va passer aux expositions TED, ouais. Au CAPC et à Spike Island. Voilà, donc ça c'est une expo en 2018, donc qui est assez récente. Donc on voit, c'était assez grand, il y avait peut-être 800 mètres carrés dans plusieurs salles. Et là, on voit des vraies peintures, pour le coup, voilà, des peintures de nuages. Il y a aussi, en fait, là, le personnage qu'on voit là, dans la photo encadrée, c'est Sartre, quand il va à Cuba. Voilà. C'est une photo de Corda. Donc, et il y a des journaux de la guerre aussi, de 39-45. Alors justement, tu utilises beaucoup aussi d'objets trouvés, que tu chines, que tu vas chercher, tu cherches l'objet, tu trouves l'objet. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'objet? Voilà, oui, donc c'est vrai que j'aime bien... D'abord, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est vrai qu'on a un désir quoi, de voir des images, de scroller quoi, comme ça sur des contenus. Et moi, j'ai pu assouvir ce désir de scroller comme ça sur des contenus avec les sites de vente d'objets. Voilà. Grand fan d'eBay. eBay, puis il y a plein de sites avec des bons interfaces pour acheter toutes sortes de choses. Et je sais pas, je me suis passionné pour des minéraux, des papillons, et des fois un objet, c'est le principe voilà, de l'email, un objet déjà tout fait, juste il suffit de le prendre et ça résout une question qu'on se posait. Donc, et la collection, tu es un collectionneur. Voilà, et du coup, la collection, mais là on voit bien par exemple, donc, là l'accrochage il est un peu étrange parce qu'on se dit, celui qui regarde là, dans la photo, là, c'est accroché un peu haut,
et c'est un peu à côté d'une peinture, c'est mis assez bizarrement. Et derrière, on voit des chaises, c'est pour ça que je réponds par rapport à la collection. Et dans les chaises, il y en a une, celle qui est à droite, c'est une chaise que j'ai faite. Après, c'est une chaise de Robert Mallet Stevens, qui est une chaise du CAPC, enfin de l'endroit du musée. Donc c'est une chaise qui avait été rééditée par Andrew Putman dans les années 80 quand le musée a été rénové. Donc c'est une chaise muséale, donc elle est en contexte en fait. Hein. Et à côté, c'est une chaise de Pierre Dariel. Et Pierre Dariel, c'était l'éditeur de Mallet Stevens dans les années 30, notamment du mobilier un peu de plage, voilà, celui qui est connu avec les tissus comme ça. Et d'abord, cette chaise de Pierre Dariel, que j'ai restaurée pour l'occasion, j'ai recagné l'assise. En fait, au début, on ne savait pas que c'était Pierre Dariel qui l'avait faite. Et d'ailleurs, c'est encore une hypothèse. On pense que c'est la chaise Pierre Dariel, qui est le modèle qui s'appelle Hendaye. Et comme on l'avait vu dans un magazine dans une maison de Corbusier, on pensait que c'était peut-être le Corbusier. Et en fait, j'avais utilisé cette chaise toute défoncée au début, en disant que c'était un sphinx parce qu'on ne connaissait pas son origine. Voilà, ça peut-être on y reviendra. Et alors, juste pour finir, j'ai mis les deux chaises comme ça, donc ça paraît anodin, on se dit, bon, là c'est une chaise en fer du musée et une chaise en bois et cannée. Mais en fait, comme Pierre Dariel et Mallet Stevens étaient amis, en mettant les deux chaises l'une à côté de l'autre, j'ai l'impression de parler de l'amitié. Et parce que les chaises, c'est aussi extrêmement anthropomorphique, quoi. Dès qu'on met une chaise quelque part, on ressent la présence ou l'absence d'un corps. Sinon, le personnage, pourquoi c'est mal accroché? Parce que justement, dans l'expo Weapon, qu'on avait faite donc avec Vincent, on avait décidé d'accrocher les peintures, ces photos-là, cette série de photos, sur les angles. Et là, sur cette expo CAPC, j'ai décidé d'accrocher ces photos en hauteur, voilà, comme celle-là, cette même série, en hauteur et sur l'angle. Et donc ça, c'était la règle qui permet d'accrocher ces choses-là. Enfin, cette série de photos. Et la règle pour les peintures, par contre, c'est d'être au milieu du mur. Là, par exemple, on voit une peinture, on est sûr que le milieu de la peinture est à 150 et qu'elle est au milieu du mur. Et il n'y en a qu'une seule. Et c'est comme ça que j'ai construit l'exposition, en donnant des règles d'accrochage très strictes à chacun de mes objets, ce qui permet de contraindre l'accrochage et donc de réduire ma liberté, et donc ça m'aide en fait aussi. Pour revenir à la photographie, en fait, on le voit que tu l'as utilisé dans plusieurs expositions. C'est comme un vocabulaire en fait que tu réagences pour chaque exposition, tu complètes au fur et à mesure de ton travail. Oui, alors la photographie, je trouve que c'est très agréable d'avoir une pellicule, parce que moi je fais de la photographie argentique, donc d'avoir la pellicule une fois qu'elle est scannée et qu'on peut la regarder sur l'écran. Enfin, ça, personnellement, c'est ce que j'aime bien, mais les faire, j'aime pas. Et c'est comme tourner un film, des fois ça m'arrive de faire quelques films, j'aime pas du tout le tournage non plus, c'est très pénible. Par contre, regarder les rushs, il y en a qui aiment tourner, chacun comme il veut. Et donc voilà, donc moi les photos, du coup, j'aime bien les avoir, mais j'aime pas trop les faire, et du coup, j'en fais pas énormément. Et tu réutilises souvent dans les expositions des éléments d'exposition précédentes ou... Oui, alors celle-là, en plus, on a dit c'est un peu une rétrospective. Moi, je pensais pas que c'était une rétrospective, mais ça a été dit un peu. Donc, il y a un côté un peu où j'ai utilisé des choses anciennes. J'ai utilisé des choses anciennes, donc ça fait rétrospective. Mais j'aime bien utiliser des choses voilà, que j'ai faites. On peut pas faire. Enfin, je fais pas que des expos avec des choses nouvelles. Quoi. Tu as fait des performances aussi, tu as fait des vidéos, des photographies, des peintures. Est-ce qu'il y a un médium que tu n'as pas touché encore? Certainement, hein, certainement. Il y a des... Je sais pas. Je sais pas. Toi, tu penses à un médium J'en vois pas pour le moment. Le body art, j'ai pas fait, à part sur toi. Si, t'en as fait. Norian m'a tatoué en 2013. Je suis un déchet forgotten à l'occasion d'une exposition. Voilà, donc pour une exposition à la Fondation Cochrane, je crois. Voilà, donc on parlait beaucoup de déchets, d'objets, de déchets indexés. Et on s'est posé la question de savoir si un corps pouvait être un déchet, etc. Et donc finalement, on a dit que ton corps pouvait être un déchet. Voilà. Et on a mis Forgotten, on a tatoué Forgotten. Voilà, donc à part le body art comme ça, je
je sais pas. Je crois pas. Il y a certainement des choses. On va continuer à montrer des images. Voilà, donc là par exemple aussi, bon, vous voyez, donc il y a des références explicites dans mon travail. Là, j'ai fait un nez aussi un peu en référence à Giacometti. Et là, j'avais récupéré une photo de presse de Giacometti, et donc j'ai mis dans l'angle, sur un angle de mur Giacometti, donc le nez qui pointe Giacometti. Voilà. Et à côté, c'est un enfant qui s'amuse avec un Rubik's Cube, qui est une sorte d'image de la raison, et puis des coquillages, donc la nature. Et c'est aussi un élément qui pointe quelque chose comme un nez. C'est pour ça que c'est ensemble. Alors en voyant toutes ces images, on a la sensation d'une grande cohérence, mais il y a quand même des points de rupture dans ton travail. En particulier en 2009-2011, où tu commences véritablement à travailler en atelier, comme tu le rappelais. Et j'aimerais savoir comment ça a changé ta pratique. Est-ce que ta pratique s'est dirigée vers une œuvre plus physique, plus matérielle? Le travail était d'abord soclé sur tes recherches conceptuelles qui étaient à l'origine des formes. Il semblerait que maintenant, il y a un renversement, ce seraient les formes qui généreraient le concept. Oui, voilà, ouais, c'est possible en fait. Ça, c'est oui, voilà. Alors oui, c'est vrai. En particulier, un grand moment peut-être pas de rupture, mais de changement, c'est ta pratique de peinture, voilà, qui commence en 2012. Avant, la peinture existait. On a eu la coulure Constance Meillat en 2006, les peintures blanches en 2008. Il y avait des traces, c'était à la marge, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment au cœur du travail. Et depuis 2012, il semble que la peinture devienne vraiment le cœur de ton travail. On en a une exposée en ce moment au musée archéologique à Latte. Et est-ce que cette pratique d'atelier a vraiment changé ton travail considérablement? Oui, alors la peinture, c'est bien. Donc, non, mais en fait, c'est-à-dire que moi, je pensais pas du tout faire vraiment de la peinture un jour, parce que personne pensait que ma mère allait devenir peintre. Je reviens juste sur ça avant, parce que là, on voit quelqu'un qui met un œuf à bouillir. Voilà. Et c'était plus ça, moi, qui m'intéressait, c'est-à-dire la question de l'œuf, figure de l'origine, etc. Enfin, voilà. Et c'était plutôt ce genre de choses-là qui m'intéressait. Et donc là, on voit, donc c'est la même expo TED qui était après à Bristol. Et c'était une idée de la commissaire, d'ailleurs, de l'exposition. Ils ont une très belle salle, comme ça, avec une très grande hauteur sous plafond, peut-être 8 ou 9 ou 10 mètres, je sais pas. Et donc, elle m'a dit, on va faire une salle avec les peintures, comme ça. Je crois que c'est la première fois que je faisais vraiment... Non, j'avais fait une expo de peinture, mais bon, voilà. Donc ça, c'était les peintures. Et du coup, je suis parti d'abord en me disant, je vais faire des peintures, mais de nuages. C'est-à-dire que, d'accord, c'est de la peinture, je vais vraiment les faire, c'est-à-dire qu'il y aura des couleurs différentes, etc. C'est pas juste un énoncé, une règle, et je m'applique à faire cette règle, comme si c'était un peu de l'art un peu comme ça, un peu strict. Je vais vraiment faire de la painterly painting, comme on dit, post-painterly painting, etc. Donc la peinture un peu très, très picturale. Et donc j'ai fait les nuages, donc peinture de nuages. Mais donc, quand je faisais des peintures de nuages, je travaillais une définition de la peinture. Donc du coup, c'était quand même de la peinture, il y a un énoncé qui consistait à dire que toute peinture est une peinture de nuages. Je tenais cet axiome, en fait, et je le mettais à l'épreuve de ma pratique. Donc de peindre des nuages. Et aussi, il y avait une question d'ordre ontologique, parce que quand on fait de la peinture, c'est très dur, en fait, de se dire, est-ce que j'ai fait une peinture? Je sais pas, sans doute, parmi vous, il y a des gens qui font de la peinture, parce que dans les écoles d'art, il y a toujours pas mal d'étudiants qui font de la peinture. Et on se pose toujours la question, voilà, est-ce que ma peinture est finie, par exemple? Et c'est souvent ce qu'on pose comme question de peintre, quand est-ce que vous savez que votre peinture est finie? Et en fait, on peut se poser la question plutôt de savoir, moi ce que je me pose comme question, c'est plutôt de reconnaître, pas qu'elle est finie, mais qu'elle est une peinture. En fait, ça change un peu le point de vue définitionnel de la peinture. Parce que si on se pose la question de savoir quand est-ce qu'une peinture est finie, on considère que dès qu'on commence à faire la peinture, c'est déjà une peinture. Comme quand on fait un voyage. Si je pars en Italie, dès que je pars en Italie, je commence à voyager.
je fais mon voyage, je finis mon voyage, et j'ai fait un voyage. Donc c'était un voyage du début à la fin. Donc imaginons que je dis quand est-ce que je finis une peinture. Et si je me pose la question de savoir quand est-ce que j'ai fini ma peinture, je sous-entends que quand je peins, je fais une peinture. Alors que moi, je pense que je ne fais pas de peinture. C'est peut-être un peu absurde, mais je ne fais pas vraiment de la peinture, sauf au moment où je reconnais qu'il y en a une. Et qu'en fait, je ne suis pas peintre, mais je suis reconnaisseur de l'arrivée d'une peinture. Pour finir, ça veut dire que je mets en place des dispositifs techniques, mettre des pigments, de l'huile, des sprays, pour qu'une peinture arrive. Mais donc c'est la saisie de l'être de la peinture qui arrive, et qui est elle-même, qui s'affirme elle-même comme peinture, à partir des conditions matérielles que j'ai mises en place, mais qui ne sont pas vraiment de mon ressort, en fin de compte. C'est un peu abstrait, mais ça change le point de vue. Et donc, en ce sens-là, les peintures sont des peintures de nuages, parce qu'une peinture, finalement, on y voit ce que l'on veut, ce qui nous concerne. J'ai adoré, d'ailleurs, il y a très longtemps dans un musée, c'était une peinture complètement abstraite et informelle, et quelqu'un montrait du doigt la peinture, comme ça, et il expliquait à sa copine, ben, tu vois, là, en fait, c'est un chevalier qui tue une reine, alors c'était une peinture purement abstraite. Donc c'était une peinture expressive, voilà, il n'y avait rien à reconnaître. Et pour autant, cette personne-là, dans le brouillard de la peinture, reconnaissait des formes, exactement comme on reconnaît des formes dans les nuages, et on dit, voilà, ça c'est un chien, etc. Et ça se déforme constamment. Donc je me suis dit, ben oui, la peinture, c'est le lieu d'apparition des formes que l'on reconnaît par projection un peu fantasmatique, comme ça. Donc c'était une définition de la peinture. Donc du coup, ça c'était la peinture nuage, et après j'ai mis la guerre et le cheval. La guerre qui fait de nouveau référence à la violence, qui est assez un motif récurrent de ton travail. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la violence dans ton travail? Voilà, donc la guerre. Donc la prochaine expo que je vais faire s'appellera In Hawaii, parce que en fait j'ai récupéré du coup un journal qui date de la Deuxième Guerre mondiale, où l'intitulé du journal c'est 1500 morts à Hawaï, le Congrès vote la guerre. Ici on voit Congress votes war. Et il y a de cette une de journal, j'ai fait 4 sérigraphies. Donc du coup là par exemple on peut voir juste votes war. Donc ce que je veux dire c'est que j'ai découpé en 4 cette une. Donc du coup là on voit juste votes war. Donc on ne sait pas qui vote la guerre. Là on voit 1500 morts in Hawaii. Et des fois on peut voir aussi que in Hawaii. Donc quand il n'y a que in Hawaii, on se dit ben, ok, in Hawaii c'est génial, c'est la plage, c'est beau quoi en fait. Et après, on comprend, quand on voit la date, etc., que ça parle de l'attaque de Pearl Harbor. Et donc le journal, c'est le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, et on voit, la une, c'est 1500 morts in Hawaii, le Congrès vote la guerre. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'il y avait une sorte de hiatus, en fait, entre ce qu'on peut percevoir au premier abord quand on voit In Hawaii, qui représente une image idyllique passée à paradis sur Terre, et la réalité de ce qui s'est passé, quoi, en fait. Et c'était le début de l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc ça, cette image-là de la guerre revient à une notion qui m'intéressait avant, qui était le différent. Voilà. Le différent qui est une sorte de conflit qu'on ne peut pas exprimer. Voilà. Mais une guerre, c'est un conflit. Voilà. C'est un différent qui s'exprime. On a pas mal parlé hier de la notion d'effondrement dans le travail, dans l'œuvre. Oui. En fait. L'œuvre se constitue juste avant l'effondrement. Ce serait bien que tu en parles. Alors après, l'effondrement, c'est plutôt un principe de composition où c'est intéressant en général, mais d'autres gens peuvent le dire, je pense, qu'on aime bien faire une peinture, une composition, une sculpture et saisir un petit peu le moment où la composition tient, mais ce serait juste avant que ça se casse la gueule, enfin, que ça s'effondre. Et c'est plutôt, du coup, il doit y avoir un équilibre dans la composition. Enfin, parce que la composition aussi, quand j'étais dans une école d'art et qu'on me disait que je faisais de la peinture, on me disait, ben oui, mais non, ça marche pas, ça marche. Je comprenais vraiment pas pourquoi une masse noire ici, ça marchait pas, et qu'une masse rouge ici, ça marchait, et si ta peinture abstraite, je voyais pas pourquoi une peinture elle était meilleure qu'une autre, etc. Je trouvais ça complètement absurde. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, il y a des sortes de règles de composition, quoi, en fait.
mais qu'on ne peut pas vraiment les expliquer. Alors il y a par exemple Kandinsky, point et ligne sur plan, c'est des livres qu'on lit comme ça il y a très longtemps. Il essaye de trouver des règles de composition en fait, dans un livre comme ça, mais donc c'est un peu bizarre. Mais on se rend compte quand on regarde la peinture, après quand on est habitué de regarder la peinture, on voit les masses colorées, que ce soit chez les primitifs italiens ou chez Gauguin, finalement c'est les mêmes règles en fait. Et donc du coup il y a des sortes de règles qu'à force de travail et d'observation des peintures, on arrive à maîtriser plus ou moins. C'est un peu ça qui fait un peintre aussi. Eh bien voilà, une des règles, je pense, de la composition en général pour certains types de peinture, peut-être pour Bacon par exemple, ce serait voilà, saisir un instant de la composition juste avant que ça s'effondre. La peinture, mais en même temps, parallèlement, tu fais des meubles, et c'est une pratique assez importante pour toi. Tu fais partie de Kerr Xavier. Est-ce que tu veux nous parler de Kerr Xavier, de qu'est-ce que c'est que Kerr Xavier? Voilà, donc Kerr Xavier, c'est un collectif d'architectes et d'artistes. Et finalement, je suis le seul artiste, donc c'est plutôt architecte et artiste. Et voilà. Et donc là, c'est des images d'une foire à Bruxelles qui s'appelle Collectible, donc qui a eu lieu 2 ou 3 fois, je crois. C'est une assez jeune foire qui montre en fait, qui saisit en fait un moment du design actuel qui est le design collectible, donc design de collection, qui consiste à fabriquer des meubles qui sont quasiment comme des œuvres d'art parce qu'ils sont soit uniques, soit en très petite série, très limitée. Donc voilà, donc cette foire-là, nous on l'a faite avec donc, du coup Kerr Xavier, avec des objets fabriqués par Kerr Xavier. Donc ce qui est intéressant de Kerr Xavier, c'est aussi que la signature se perd un peu. Ça j'aime bien. Et du coup, ça appuie aussi sur quelques notions qui m'intéressent, qui est plus que faire de l'art ou être artiste, mais qui est de créer, d'être un créateur. Et c'est une figure qui m'intéresse, peut-être un créateur, peut-être plus qu'un artiste ou dans l'art contemporain, etc. Et c'était Jean Derval, le céramiste, qui m'intéressait bien, parce qu'il avait mis sa création au service de nombreuses autres personnes, notamment Capron, notamment aussi Picasso, pour lesquels il faisait des formes dans l'atelier Madoran. Et voilà, donc c'est cette notion de création, donc ça m'intéresse aussi d'avoir un travail dans un collectif. Voilà. Et donc, oui, et juste, excuse-moi, les photos sont de Julien Carin. Voilà, Julien Carin, qui est un artiste photographe qui habite à Paris et qui collabore aussi avec nous pour faire des photos, des meubles en situation et avec des modèles qui sont liés à son travail. C'est un retour à la collaboration aussi. Oui. Est-ce que ces objets, tu les considères comme des sculptures? Alors, ce serait des sculptures avec l'idée qu'il y a une contrainte. C'est-à-dire qu'une sculpture, elle n'est pas faite pour s'asseoir, a priori. Donc, alors qu'une chaise, quand on fait une chaise, si on veut vraiment faire une chaise, on a la contrainte du fait qu'il faut s'asseoir dessus. Donc du coup, pour moi, le mobilier, c'est de la sculpture avec contrainte normative. Et pourquoi pas, quoi. Voilà. Ce qui est un peu l'objet de ton exposition au plateau. Oui. Pour laquelle tu as été commissaire. Voilà. Sur la photo, on voit la fille, elle tient la chaise un peu comme si c'était un chien, comme si devant la fenêtre. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le projet récent, qui s'appelle Foncteur d'oubli. Donc c'est une exposition sur l'art, le design et l'architecture pour laquelle je suis commissaire. Tu avais fait plusieurs commissariats au préalable. Quelle est la définition d'un commissaire selon toi? Et, en rigolant, je disais que c'était plus facile qu'artiste parce que il faut juste mettre les choses ensemble. Voilà. Mais non, c'est très dur aussi. Non, commissaire, je sais pas. Je sais pas. Non, il faut. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, je pense que commissaire, c'est tout un débat, mais moi, en tant que j'ai été commissaire, moi, je me suis permis de pousser les choses à la limite de ce qu'elles sont. Mais est-ce qu'un artiste peut être commissaire pour d'autres artistes? Mais là, la question, c'est que j'étais commissaire, mais j'étais commissaire artiste. Du coup, je me permets de faire des choses que peut-être un commissaire ne fait pas. Enfin, je sais pas, c'est un débat. Mais moi, par exemple, ce qui m'intéressait
c'était pas d'écrire un discours critique sur le design, l'avant-garde. Là, on voit des chaises illuminées, on voit Max Land au milieu, Jean Derval sur la fenêtre. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de prendre les objets avec leur manière qu'ils ont de devoir être montrés en fonction de la catégorie esthétique à laquelle ils appartiennent. Il y a, par exemple, une chaise d'Elingray, telle qu'elle est montrée, elle est forcément sur un trottoir, avec une mise à distance, parce que c'est un objet maintenant voilà, qu'il ne faut pas toucher, etc. Et c'est un prêt au musée de Pompidou. Donc du coup, ce qui m'intéressait plutôt, c'était par contre, j'ai le droit, d'une certaine manière, j'ai eu le droit de mettre une petite cruche à côté. Voilà. Et ça, un commissaire de design voilà, dans un musée voilà, classique, je ne pense pas qu'il le ferait. Et moi, je me le suis permis, en fait, parce que j'ai pris de la liberté par rapport à comment on dit, la muséographie traditionnelle qu'un commissaire peut-être doit faire respecter, je ne sais pas. Et pour revenir à cette exposition, est-ce que tu veux nous expliquer le principe de l'exposition, ce que tu y as inclus? Mais là, par exemple, vous voyez, c'est aussi quelque chose enfin, en tout cas, un commissaire dans un musée de design, enfin peut-être qu'il le ferait, je ne sais pas. Mais là, donc, on voit une petite tablette roulante de Elingray, de la villa E107 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nom. C'est une villa qu'elle a fabriquée, enfin, qu'elle a fait construire avec son mari de l'époque sur la Côte d'Azur, et c'est l'endroit où Le Corbusier a fait un petit cabanon. Donc ça, c'est une table roulante, un peu desserte, qui n'est qu'un seul exemplaire, prêté aussi par Centre Pompidou. Et à côté, j'ai mis une petite pièce de Julien Monnery. Voilà, parce qu'il y a aussi dans le travail de Julien Monnery un rapport à l'objet manufacturé, et je trouvais ça intéressant de voir les deux ensemble. Quoi. Mais je ne peux pas établir un discours critique là-dessus non plus. J'en ai pas l'envie. Voilà. Mais par contre, les mettre ensemble, ça me procurait une satisfaction. Là, par exemple, voilà. Donc là, on a une chaise de Mélanie Matranga qui reprend une chaise de Rietveld, et elle a mis un petit peu comme si c'était du bondage, etc. Et on a une poignée de porte de Robert Malession. La poignée de porte, elle était toujours montrée normalement sur un socle avec un capot. Et j'ai demandé au musée Centre Pompidou de Lucenay, est-ce que je peux le mettre sur le mur? En mettant la poignée de porte sur le mur, chose qu'il n'avait jamais faite, on part dans un truc un peu surréaliste où il n'y a pas de porte, mais c'est sur un mur, mais du coup le mur devient porte, et on est un peu à des limites comme ça. Et également là, à côté, on a une chaise de Diego Giacometti, donc le frère d'Alberto Giacometti, qui faisait plutôt des objets décoratifs, et on a une pièce de Oscar Toison. Et généralement, quand j'avais vu la pièce d'Oscar Toison, Oscar Toison avait mis une de ses chaises à lui. Et là, j'ai mis ces deux choses-là. Mais j'ai posé la question à Oscar Toison, est-ce que tu me permets de faire ça? Il me dit, ouais, super, c'est génial, on s'amuse bien, quoi. Enfin, et c'était enthousiasmant de le faire. C'était la notion d'usage que tu voulais appréhender dans cette exposition? Ouais, alors... des pièces qui sont véritablement faites pour être utilisées, voilà. Et d'autres qui sont des pièces d'artistes. Voilà. Donc le principe de foncteur d'oubli. Foncteur d'oubli, donc c'est un titre qui a une résonance un peu poétique comme ça, parce qu'il y a le mot oubli et foncteur qui a l'air d'être un truc un peu mathématique. C'est un vrai terme en mathématiques, c'est une fonction en fait. Et une fonction, ce qu'elle fait, elle déplace des objets d'une catégorie, d'un ensemble, elle les déplace en leur ajoutant un X ou des choses, dans un autre espace. Donc ça veut dire qu'il y a des objets pris dans un ensemble, on leur applique une fonction et ils vont dans un autre espace, dans un autre ensemble. Donc c'est dans la théorie des ensembles. Et le foncteur d'oubli, il déplace comme ça des objets d'une catégorie à une autre catégorie en oubliant certaines de leurs qualités. Donc c'est un foncteur d'oubli. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment. Et moi je me suis dit, si on va faire une expo avec 3 catégories qui sont l'art, l'architecture et le design, on va avoir des objets qui sont catégorisés dans ces catégories-là, mais on va essayer de leur appliquer le foncteur d'oubli pour les passer d'une catégorie à l'autre. Et là, par exemple, si on voit cette table, donc là, on a une table en plastique recyclé de Théophile Blandet, qui est un jeune designer français, mais qui vit à Eindhoven. On a, et donc qui est fonctionnel. On a encore une pièce de Mélanie Matranga. On dirait une chaise, mais en fait, c'est une sculpture. Donc, on ne peut pas s'asseoir dessus. Et là, on a une chaise
mais ça pourrait être aussi une sculpture. Enfin, la manière dont j'ai mis la chaise de Mélanie Matranga fait supposer que c'est tout autant une chaise que celle de Giacometti. Alors que normalement, vu que c'est une sculpture, elle devrait plutôt être sur un socle blanc, quoi. Et donc c'est en ce sens que moi, mon geste de commissaire, ça a été d'appliquer des foncteurs d'oubli en fait sur les objets. Et donc ça veut dire d'essayer de les pousser pour les mettre dans les catégories auxquelles elles n'appartiennent pas. Mais sachant que la plupart des objets que j'ai sélectionnés sont déjà des objets qui sont aux limites de leur catégorie. Parce qu'une chaise de Diego Giacometti, on ne s'assoit plus dessus maintenant, tellement c'est quasiment devenu une œuvre d'art. Là, par exemple, à gauche, ce sont des couverts de Octave van de Gueux. Et donc, ça veut dire que c'est des couteaux et des fourchettes, mais réalisés dans du quartz. Donc, bon, on ne va pas les utiliser, quoi. Et donc, lui, pourtant, c'est un designer. Pour autant, on est vraiment dans le registre d'une œuvre d'art accrochée au mur. C'est parce que, justement, quand on parlait de l'apport collectible avant, il y a vraiment un endroit où il y a une indistinction sur la catégorie, en fait. Voilà. Et donc cette exposition-là, dont j'ai fait le commissariat, elle est sur cette question de pousser les choses aux limites de leur catégorie. Alors on a choisi d'aller à travers ces expositions pour montrer aussi que ton travail, c'est pas uniquement produire des objets, c'est de faire exposition. Et on en a un exemple en ce moment à Montpellier, avec l'exposition au musée d'archéologie. C'est la deuxième collaboration entre le MOCO et le musée d'archéologie. D'ailleurs, on tient à remercier Diane Dussault, la directrice du musée, et son équipe. Est-ce que tu veux nous parler d'abord du titre, l'écriture? Voilà, oui. Alors, voilà, donc l'idée, c'était que le musée d'archéologie, il a deux niveaux. Il a le niveau, le premier niveau, c'est gaulois, enfin, je crois bien. Et après, c'est romain, on va dire. Diane, tu m'excuseras. En gros, il y a des vestiges archéologiques liés à une époque qui est plutôt gauloise, et il y a des vestiges archéologiques liés à une époque où cette partie-là, la Tara, a été envahie par Rome. Et donc, du coup, le musée lui-même distingue deux étages, deux niveaux d'histoire écrite. L'histoire écrite par les restes retrouvés. On retrouve les déchets. Voilà, donc les restes sont retrouvés sur le site, ils sont excavés, et on fait le musée, et on inscrit deux moments historiques. Alors après, le musée d'archéologie invite un artiste par an à inscrire un autre niveau d'histoire. Voilà. Et donc j'ai été invité cette année à répondre à ça. Et je me suis dit, ben voilà, je vais écrire moi aussi une petite histoire plus contemporaine, quoi. Donc j'ai un peu choisi des objets qui pouvaient référencer des formes ou des choses entre 1970 et maintenant. Voilà, à peu près. Et donc je me suis dit, quand il faut trouver un titre, je me suis dit, ben, je vais appeler ça l'écriture, parce que finalement, ce que fait l'archéologie en interprétant des restes, en fait, est sujet à la faute. Parce que on va dire, ben voilà, on retrouve ce vase, il servait soit à boire, soit peut-être à faire une cérémonie, il y a peut-être un petit rituel, etc. Mais après, c'est une hypothèse. Et puis des fois, on va dire c'était pour un rituel, puis on va dire, mais non, finalement, c'était pour boire. Donc on fait des hypothèses, on écrit un certain niveau d'histoire, mais c'est sujet à la faute et à l'erreur. Du coup, c'est l'écriture d'une histoire, mais avec des erreurs en suspens. Du coup, c'est pour ça que j'ai écrit l'écriture avec une faute. C'est comme ça que tu as appréhendé directement l'invitation à travailler dans un musée d'archéologie. Voilà, c'était comme ça. Et du coup, j'ai fait des cartes postales aussi, que j'ai mélangées avec les cartes postales du musée. Je trouve ça excellent, les cartes postales des musées d'archéologie. C'est quelque chose que je trouve très beau. Et donc, du coup, je n'ai pas résisté à l'envie d'en faire moi-même. Et on peut, si on regarde attentivement, des fois reconnaître les miennes, parce qu'il y a des objets contemporains qui se mélangent aux objets archéologiques, enfin anciens. Après, archéologiques présents.
Tu as déclaré que tu as voulu annoter le musée. J'aime beaucoup cette expression. Voilà. Est-ce que tu peux l'expliquer? Voilà, donc en fait, dans le musée, il n'y a pas un espace dévolu à l'exposition d'art contemporaine. Ça veut dire il y a un niveau voilà, pour l'époque gauloise, il y a un niveau pour l'époque romaine, gallo-romaine, mais il n'y a pas un espace qui serait un étage en plus ou une pièce dédiée à l'exposition de l'art contemporain. Donc du coup, il faut venir exposer dans le musée. Donc il faut venir se tisser, se tramer à ce qui est visible sur place. Et donc du coup, moi je me suis dit, ben voilà, évidemment, mettre des petites notes, voilà. Si on a un texte et qu'on n'a pas d'espace pour réécrire un autre texte, on vient le corriger. Ce serait bizarre de dire corriger parce que le texte il est très bien écrit dans ce musée. Donc l'annoter, ça veut juste dire venir mettre sa petite patte subjective voilà, entre les lignes. Et donc c'est comme ça, quand on voit la sculpture là par exemple, il y avait un peu d'espace, mais j'ai positionné ça comme si on écrivait dans un livre, ah oui, ça me fait penser à ce concept, etc. Donc tu as décidé de ne pas déranger le musée en fait. Ah non, mais je pense que personne ne me dérange en général. Je ne sais pas si on a le droit, je crois pas. Et il y a le Sphinx qui est là. Après, imagine quelqu'un qui vient, oui, mon travail c'est avec des boules de pétanque de tout casser, je ne sais pas si ce serait recevable. Mais tu as soclé des objets archéologiques aussi, toi. Oui, utilisé des objets. Oui. Tu aurais pu utiliser une matière aussi. Tu as décidé de ne pas le faire. Alors après, on pouvait, j'ai utilisé des choses dans les réserves, donc on a, donc ça va dans l'idée un peu de l'artiste-chercheur aussi. Enfin, on pourrait sous-entendre que c'est un peu comme au Smithsonian ou comme ça, on vient faire des recherches sur place parce qu'en plus il y a une résidence, etc., on peut y passer du temps. Voilà, pour rappel, il s'agit d'une résidence de 3 mois sur site. Voilà, sur site, donc j'ai pu voir voilà, les fouilles. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir qu'actuellement, voilà, il y a toujours des gens qui viennent l'été fouiller, qui trouvent des nouvelles choses et que c'est un musée vivant. Voilà. Et le Sphinx apparaît dans l'exposition. Est-ce que tu peux nous parler du Sphinx, qui est une figure récurrente de ton travail? Voilà, ah oui. Mais non, je ne l'ai pas mis finalement. Voilà, donc le Sphinx, c'est vrai que c'est aussi c'était une question à la base dans Thèbes, parce que Thèbes, donc j'ai choisi d'utiliser ce mot Thèbes, c'est le nom d'une ville en Grèce. J'ai utilisé ce mot pour faire une exposition. C'était la ville qui était gardée par le Sphinx, voilà. Et c'est Oedipe qui vient et qui répond à la question du Sphinx et qui sauve la ville. Et du coup, un sphinx, déjà, c'est une sorte de chimère parce que c'est un collage entre plusieurs éléments, corps de lion, il y a des ailes, une tête de femme, etc. Donc du coup, c'est déjà un collage, donc ça m'intéressait. Et puis, il pose une question à laquelle on n'arrive pas à répondre. Donc du coup, je trouvais que c'était intéressant de parler de sphinxéité pour des objets dont on n'arrive pas à connaître l'origine. Oui, c'était le principe. On parlait de la notion d'obsolescence et d'archéologie, des vestiges du présent par rapport à cette exposition. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, oui, donc, après, oui, moi j'aime bien oui, l'obsolescence, ce qui est un peu périmé, tout ça, c'est ça. Hein, d'ailleurs, il y a j'ai mis, là, vous voyez, là, dans cet espace-là, j'ai mis une radio. Alors, réalisé avec une imprimante 3D, voilà. Donc c'est un petit peu contemporain, mais dans 5 ans, ça sera très daté, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ce sera très vite obsolète. Ouais. Comme les objets dans le musée. Objet témoin. Et donc l'écriture, tu as un rapport très fort avec l'écriture. Depuis 2008, tu as écrit l'esthétique des différents. Quels sont tes projets d'écriture? Tu es en train de faire un recueil, c'est ça? Voilà, ce sera pour terminer. Oui, non, en fait, j'avais quelques idées et j'ai rassemblé en fait un peu mes... voilà, j'ai essayé de thématiser un petit peu mon rapport à la philosophie, voilà, entre la philosophie de dire qu'en fait, ce que j'essaye de faire finalement à la fin d'un texte, donc c'est ce que j'écris en ce moment, ce serait de dire que la philosophie, enfin le but de la philosophie, c'est d'inscrire des choses aussi, d'inscrire, ça fabrique une mémoire de l'inscription, et puis en fait, toutes ces choses écrites, la philosophie est constamment en train de les re-questionner, donc je voulais dire qu'elle torture le souvenir de la philosophie elle-même. Quand on torture finalement au sens propre quelqu'un, on essaie de lui extirper des vérités, en fait. Et c'est toujours ce que fait un philosophe.
essayer d'aller extirper des vérités dans les souvenirs de la philosophie, de textes qui sont relus, etc. Et pour autant, ce que veut la philosophie, finalement, c'est oublier la question. Parce que finalement, si elle arrive à répondre à la question, elle n'a plus besoin d'y répondre. Si elle arrive en vérité à répondre avec vérité à la question, elle peut juste oublier après. Donc le but de la philosophie, c'est ça que c'est assez marrant, et c'est pour ça que j'ai voulu l'inscrire dans une sorte de circonvolution comme ça qui tourne autour de l'inscription sans vraiment le toucher, parce qu'une circonvolution, c'est tourner autour d'un centre, voilà, sans s'en rapprocher. Du coup, la philosophie, elle désire oublier la question, d'une certaine manière, parce que si elle résout la question, elle peut juste l'oublier. Donc elle veut atteindre la vérité sur une question pour passer à autre chose, elle veut donc oublier cette question, et pour autant, elle continue constamment à torturer le souvenir des réponses à cette question en disant non, finalement, c'était pas vraiment vrai. Et elle veut toujours torturer en voulant le vrai du vrai, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais en ce moment. Et cette approche-là de définir la philosophie, je dis que c'est une définition artistique de la philosophie. Parce que généralement, quand on parle d'art, finalement, majoritairement, on a, sans qu'on le dise, on a des définitions philosophiques de l'art. Après, on a également des définitions philosophiques de la philosophie. Les philosophes définissent souvent la philosophie. Donc Deleuze, qu'est-ce que la philosophie? Qui y répond. On a beaucoup de définitions artistiques de l'art. Les artistes qui parlent d'art font une définition artistique de l'art. Mais une définition artistique de la philosophie, c'est moins fréquent, j'en vois moins. Et donc je me suis dit, ce serait peut-être rigolo d'essayer de faire ça, et faisant cela, on introduit un rapport étrange à la définition de la philosophie. Voilà. C'est mon enjeu actuel. Alors, une dernière question peut-être. Au-delà d'un vocabulaire qui se déploie, donc on voit les nuages, les chevaux, le rapport à l'antique et la nature, l'objet trouvé et l'index, les techniques identifiées, le collage, l'assemblage, la grecque, la coupe, comment on pourrait définir la signature de Maubert? Question piège. J'aime bien, puis ça fait un peu salon là, à la télévision, des émissions qu'on aimait bien et qui n'existent plus trop. Mais c'est vrai. C'est ça qui est cool. Ouais, on va prendre une tisane maintenant. C'est très dur à répondre. Donc voilà, forcément, c'est bien. Enfin, on continue tout le temps. Enfin, c'est ça que l'activité artistique, c'est vrai que les artistes continuent tout le temps. Donc c'est pas, il y a pas de, c'est jamais fait en fait. Donc du coup, il y a jamais de signature. Donc la signature, elle est toujours à conquérir. C'est pour ça. Il n'y a pas de, donc on ne peut pas vraiment répondre à ça. Après, il y a des manières de faire sans doute, mais à mon sens, les manières de faire, elles sont plus liées au type de positionnement qu'on prend dans le champ. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.